Évaluation proprioceptive kinesthésique après ligamentoplastie du LCA. Docteur Labousse. Je vous remercie de m'avoir invité. Je vais vous parler de l'évaluation proprioceptive kinesthésique après ligamentoplastie du ligament croisé antérieur du genou chez le sportif avant réathlétisation. Alors, pourquoi parler de la proprioception du genou? Eh bien, si on regarde dans le football, par exemple, 75% des ruptures du LCA surviennent sans contact. Et quand on voit ce joueur du FC Barcelone d'origine brésilienne qui se réceptionne après un saut, eh bien, on ne peut s'empêcher de penser que s'il avait eu un meilleur contrôle de sa réception ou des meilleures capacités proprioceptives, il ne se serait pas blessé parce que sur cette action, il se fait une rupture du ligament croisé antérieur. D'autant que Carafa a montré que le travail proprioceptif diminue la fréquence des ruptures du LCA. Alors si on fait un petit peu de littérature et qu'on cherche des tests vraiment spécifiques pour faire de l'évaluation chiffrée, eh bien on s'aperçoit qu'il y a deux grands modes d'évaluation, la posture avec les plateformes de stabilométrie, on n'en parlera pas sur ce topo, et le sens kinesthésique avec la capacité à détecter la position d'un membre dans l'espace, c'est le JPS, et la capacité à détecter le mouvement, le TDPM, et c'est le test qu'on va utiliser pour ce travail. Donc le TDPM, il a été réalisé sur appareil Biodex, les yeux fermés, les oreilles bouchées. Départ à 15 degrés de flexion de genou. On initie sans prévenir le patient une flexion passive et le patient, lorsqu'il sent le mouvement, il a un petit bouton pressoir, ce qui lui permet de signaler la sensation de déplacement de la jambe et d'arrêter le mouvement. Et donc on mesure l'amplitude angulaire qui correspond au temps de détection du mouvement. On réalise 2 essais, 10 tests, et puis on moyenne les valeurs, et ça nous permet d'avoir des résultats. On a fait une étude prospective et expérimentale chez des patients qui avaient été opérés du ligament croisé du genou, de 18 à 40 ans, tous sportifs compétiteurs minimum de niveau régional, et on a analysé 2 populations, une en post-opératoire, entre 21 et 35 jours, et une en réathlétisation entre 3 et 9 mois. Et puis on a mis des critères d'exclusion pour pouvoir avoir des ligamentoplasties isolées et éviter qu'il y ait des biais. Alors, on a vérifié notre outil de mesure, on a regardé la reproductibilité du TDPM à une journée d'intervalle, on a comparé membres lésés, membres sains, et une population pathologique versus une population saine. On a fait des calculs statistiques avec un petit p inférieur à 0,05. On avait 32 sujets sains, 32 sujets pathologiques pour les post-opératoires et 32 sujets pour les patients en phase de réathlétisation. Il n'y avait pas de différence significative en termes d'âge, de sexe et de niveau sportif. Entre la population post-opératoire et la population en réathlétisation, il n'y avait pas de différence significative entre les différentes techniques chirurgicales utilisées, la latéralité, et le délai opératoire moyen était de 29 jours pour les post-op et 164 jours pour les patients en réathlétisation. Concernant la reproductibilité, on a utilisé le coefficient de corrélation intraclasse qui nous montre qu'on a 0,80 pour le genou droit, 0,72 pour le genou gauche, qui correspond à des très bonnes reproductibilités, ce qui correspond également à ce qui est retrouvé dans la littérature, 0,96 pour Ryder. Pour le groupe post-opératoire, du côté genou opéré, on a des résultats à 1,22, genou sain 0,95, groupe contrôle 0,66. Et donc on retrouve des différences significatives avec des déficits kinesthésiques bilatéraux en post-opératoire et une moins bonne perception kinesthésique pour le genou opéré que le genou sain. Donc on a des différences significatives pour chaque item. Le groupe réathlétisation, genou opéré 0,91, genou sain 0,86, groupe contrôle 0,66. On a un déficit kinesthésique sur le genou opéré par rapport au groupe contrôle et on s'aperçoit que pour le genou sain, c'est à la limite 0,16. Il n'y a pas de différence significative, mais on voit qu'il y a quand même un résultat limite. Si on regarde l'évolution dans le temps, genou opéré, post-opératoire genou opéré 1,22, réathlétisation genou opéré 0,91. Groupe contrôle 0,66, donc on a des déficits kinesthésiques sur le genou opéré en post-opératoire et en phase de réathlétisation malgré une amélioration. Donc ça veut dire que la récupération est incomplète en période de réathlétisation. Si on regarde le genou sain, en post-opératoire 0,95, en phase de réathlétisation genou sain 0,86, groupe contrôle 0,66. La différence est significative en post-opératoire, mais c'est limite pour le genou sain aussi en phase de réathlétisation. Donc le déficit est moins marqué, c'est un peu plus tassé,
et le déficit prédomine en période post-opératoire. Si on regarde dans la littérature, le TDPM est l'un des tests les plus reproductibles. Il a déjà été réalisé sur appareils de type Biodex. En général, l'angle est plutôt choisi proche de l'extension pour optimiser les résultats. On a des meilleures détections. Et dans la littérature, les vitesses angulaires sont plutôt entre 0,5 et 3 degrés par seconde. Nous, on a choisi d'augmenter un petit peu la vitesse pour essayer d'avoir des résultats un petit peu plus élevés en termes de valeur angulaire. Les facteurs de variation du sens kinesthésique, l'âge, le sexe, la fatigue, la douleur, le niveau sportif, tous ces paramètres ont été contrôlés dans notre étude pour essayer de diminuer les biais. Si on regarde les déficits proprioceptifs avant chirurgie du LCA, on s'aperçoit qu'ils sont systématiques dans toutes les études. Par contre, après chirurgie, c'est des résultats assez variables. Il y a un peu de tout, probablement puisqu'il y a des délais opératoires qui sont réalisés pour ces études qui sont différents. Alors, l'idée, c'est, au vu de nos résultats, de proposer et de la littérature, de proposer un modèle d'évolution de la récupération proprioceptive. Donc vous voyez sur ce schéma la courbe rouge qui correspond au genou lésé, la courbe bleue au genou sain et le jaune au groupe contrôle, au groupe témoin. Donc en post-opératoire à J15, on voit bien que le genou opéré en rouge est très déficitaire, le genou bleu est très déficitaire également, mais moins, mais quand même de façon très importante par rapport au groupe contrôle en jaune. Et en période de réathlétisation, que vous voyez à J120, 180 là, on a un déficit kinesthésique donc plus marqué entre le genou opéré rouge et groupe contrôle jaune, mais on a des valeurs genou sain qui ne sont pas complètement tout à fait équilibrées également. Et puis, probablement, alors là c'est au vu des études, donc toutes celles qui s'intéressent à des récupérations proprioceptives après 10 mois ne retrouvent pas de différence significative, donc probablement qu'on est sur une récupération complète à distance de l'opération sans qu'on sache exactement au bout de combien de temps. Alors la question principale c'est comment expliquer qu'on ait des déficits bilatéraux sur des lésions unilatérales. Et probablement le système nerveux central est à l'origine de cette explication. Pitman a montré que lorsqu'on stimulait le ligament croisé antérieur pendant la chirurgie, on provoquait des potentiels évoqués somatosensitifs. Valeriani a montré qu'il y avait une baisse du sens kinesthésique associée à un défaut de potentiel cortical P27 après chirurgie du LCA. Baumaster, après chirurgie du LCA, a montré qu'il y avait des modifications du cortex antérieur et sur les aires pariétales corticales. Donc la blessure entraîne une modification de la représentation du corps au niveau cortical. Et donc l'intégration se fait de façon bilatérale, notamment au niveau du genou. Alors, comment appliquer ces résultats en rééducation? Très souvent, on constate une différence assez marquée d'asymétrie en termes de récupération musculaire, notamment pendant les phases de reprise de la course chez le sportif opéré du LCA. Donc l'asymétrie au niveau du muscle est assez marquée, 30-40%, très souvent sur les évaluations isocinétiques. Et on l'a vu, en termes de récupération proprioceptive, il y a un caractère plus symétrique, avec un déficit bilatéral en post-opératoire et peu de différence en réathlétisation. Donc l'idée, c'est de travailler au niveau proprioceptif du côté lésé, mais pas oublier le côté sain, qui probablement, lui aussi, sera un petit peu déficitaire, voire beaucoup. Et il faudra réaliser au niveau musculaire plutôt un travail préférentiel du côté lésé au vu des résultats habituels. Quels sont les intérêts et inconvénients de l'évaluation du sens kinesthésique? D'une part, c'est peu fonctionnel, et puis, vous l'avez vu, il y a des faibles variations entre les valeurs. Par contre, ça a un intérêt dans le cadre de la recherche, puisque ça permet de montrer des choses intellectuellement pertinentes et fondamentales pour la réflexion. Et puis, au niveau individuel, on peut mesurer des progressions. Donc, cet outil est intéressant, mais dans la pratique courante, on va plutôt évoluer vers des évaluations plus fonctionnelles, des tests de saut, des tests vidéo, comme l'a montré l'orateur précédent de l'INSEP. Donc en conclusion, l'évaluation proprioceptive est pertinente dans le cadre de la recherche, relativement peu utilisée en pratique courante orthopédique. On peut proposer un modèle d'évaluation des récupérations proprioceptives. On conseillera une rééducation musculaire du côté lésé et une rééducation bilatérale proprioceptive du côté lésé, mais également du côté sain. Si on regarde dans la littérature, au vu de nos résultats et par rapport à ce qu'on retrouve, on s'aperçoit que 2/3 des sportifs ne reprennent pas à leur niveau antérieur, les sportifs compétiteurs. Et puis,
suivant les études, il y a 3 à 19% de récidives du côté opéré, ce qui est quand même non négligeable, mais également du côté contrôle latéral, c'est-à-dire supposé sain. Donc au vu de nos résultats et de ces résultats de la littérature, eh bien, on a fait évoluer nos concepts de rééducation et on propose des protocoles un peu différents. Et on a mis en place une salle spécialisée dans la réathlétisation des athlètes de haut niveau, qui s'appelle le GOUF. On part de principes comme sont énoncés ceux-ci, c'est-à-dire la reprogrammation neuromusculaire, réduire les déficits de force musculaire, travail de la course dans un premier temps, puis des appuis avec les accélérations, décélérations, changement de direction, la reprogrammation des gestes sportifs, et on essaiera d'avoir des exercices utilisant les schémas moteurs transposables à l'activité. Alors, tout est construit autour d'un projet géré par le médecin de médecine physique et de réadaptation qui coordonne les différents intervenants autour du sportif, la psychologue, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, le préparateur physique et la diététicienne. On aura une approche psychologique qui semble de plus en plus intéressante à mettre en place, notamment en termes de préparation mentale, avec la motivation, la confiance, une approche psychologique avec des scores de dépression, d'anxiété, des IKDC subjectifs, le TAMPA, la CLRSI, et puis un suivi diététique pour essayer d'avoir les meilleures qualités d'hygiène alimentaire également. Au niveau du contrôle neuromusculaire, on utilise de plus en plus cet appareil, là, le Vertimax, pour augmenter le recrutement des unités motrices. Ça permet d'avoir des co-contractions rapides, agonistes-antagonistes, de stimuler de façon intense le sportif et d'automatiser les schémas moteurs. Avec les élastiques, on a une espèce de préactivation. Et puis, par rapport au sens kinesthésique, ce dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, on a un travail du membre en position dans l'espace proche de la situation de terrain. Alors ça correspond à ça, ce type d'exercice, donc des exercices répétés. On réalisera ces exercices de façon de plus en plus intense, on évoluera vers des déplacements. Les temps de travaux seront assez courts, proches du sol pour être atraumatiques et un schéma de flexion de genoux. Proche de l'activité. Chez le surfeur, on propose des utilisations de ce type, par exemple. Le renforcement musculaire spécifique unilatéral, là on a tout un travail isocinétique à différents modes, concentriques, excentriques, avec différents programmes qui permettent de renforcer de façon spécifique les muscles quadriceps et ischio-jambiers pour le genou. Travail de la force, différents exercices en demi, squat ou squat. La gestion des charges de travail, on utilise des GPS, des questionnaires de suivi de fatigabilité et les modifications des performances. La période de reprise de la course, on utilise assez souvent l'haltérgé qui permet d'alléger le poids du corps et qui permet aussi de corriger la symétrie de la course. Et puis on utilise depuis peu l'Optogate qui permet de quantifier, grâce à des caméras infrarouges, la symétrie de la course. On met en place des exercices au départ très programmés, de qualité et de symétrie de course, et puis petit à petit, on évolue vers des exercices plus intensifs avec des déplacements de plus en plus complexes et intenses. Les changements de rythme et d'appui. Travail pliométrique. Alors bien sûr, il faut être assez avancé dans le programme de réathlétisation pour pouvoir faire ce type d'exercice. Et puis là aussi, on va complexifier les exercices, utiliser le Vertimax dans différents modes. Pareil, on préparera le sportif au retour sur le terrain avec des exercices en salle qu'on mettra en place de façon de plus en plus intensive et qui permettra de solliciter de plus en plus le sportif. Travail extérieur, donc on applique des exercices de saut, de changement de direction, d'accélération. Le travail d'accélération et de PMA. Là, vous allez voir un travail spécifique des déplacements chez une escrimeuse, chez un joueur de tennis de table,
Et donc, vous voyez, on intègre progressivement le geste du sportif dans ses déplacements et une boxeuse. On réalisera des évaluations isocinétiques, la différence tolérée pour la reprise du sport est de 15%, les tests de saut, notamment les tests de saut monopodaux, les évaluations isocinétiques, ça correspond à ça. Bon, tout le monde connaît un petit peu. On utilise différents scores. Nous, on a publié et validé un score, le score PPLP. Il est reproductible, corrélé aux complications. Il est corrélé aussi à la reprise du sport, on le voit, c'est-à-dire que plus le score est élevé, plus le taux de reprise est élevé. On a un score barrière à 176 sur les courbes ROC et on avait publié dans les annales. Les critères de reprise du sport, je rejoindrai les orateurs précédents. Il n'y a pas un critère. Il y a déjà de savoir si effectivement le programme de réathlétisation ou de rééducation se passe bien avec le kiné et le préparateur physique. Et donc ça repose également sur un faisceau d'arguments, c'est-à-dire des délais de cicatrisation acquis, qu'il n'y ait pas de douleur, pas d'appréhension, des amplitudes compatibles avec l'activité sportive, des tests de force musculaire inférieure à 15%, un score fonctionnel et des critères psychologiques. Donc les perspectives d'avenir, on est passé d'une rééducation plus analytique à une rééducation plus fonctionnelle autour de deux modes, le mode proprioceptif et musculaire, et on a publié récemment les résultats que je viens de vous présenter. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.